La Cour des comptes publiait en septembre 2024 ses observations sur la gestion de la commune de Thônes 1, exercice 2019 et exercice 2020. Des observations faites après le contrôle de gestion de la dite commune. Selon la mission dévolue à la Cour des comptes, elle doit procéder à un contrôle des pièces justificatives, puis à un contrôle sur le terrain. De cette manière, l'administration communale pourra, en cas de besoin, fournir des explications suite aux pièces justificatives manquantes. Au regard de toutes les observations consignées dans le rapport et les éléments de réponse des acteurs de la gestion communale, la Cour des comptes a conclu à une gestion non suffisamment respectueuse des principes et règles de gestion budgétaire et comptable. Pour la commune Thônes 1, les prévisions budgétaires en recettes et en dépenses ne sont pas sincères, en témoignent les écarts importants entre les résultats d'exécution des budgets. La procédure d'émission des titres de recettes ne sont pas non plus respectées, ce qui n'a pas permis à la Cour d'apprécier la performance du comptable, puis de dégager les restes à recouvrer. Selon la Cour des comptes, sur les deux exercices, c'est-à-dire 2019 et 2020, les dépenses d'investissement sont quasiment inexistantes. Les dépenses effectuées n'ont concerné essentiellement que les charges du personnel. La location des propriétés de la commune et l'occupation des places dans les marchés n'ont pas suivi une démarche rationnelle permettant de faire un inventaire et de matérialiser les places dans les marchés. Quant à la procédure de passation de marché, les règles relatives à la conclusion des avenants et surtout la concurrence entre les candidats n'ont pas été aussi respectées au cours des deux exercices. Que faire pour éviter ces irrégularités et mauvaises pratiques à l'avenir? Les mesures et actions envisagées en réponse feront l'objet d'un document dûment élaboré et porté à la connaissance de la Cour des comptes. Selon les dernières données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, le produit intérieur brut PIB du Togo a enregistré une croissance de 6,3% au troisième trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. Cette progression s'inscrit dans la continuité des fortes hausses observées au premier trimestre et au deuxième trimestre qui s'élevaient respectivement à 14,5% et 12,5%. Cette croissance économique repose sur la performance des secteurs primaires et secondaires qui ont connu une hausse de 10,7% et 21,1% respectivement. En revanche, le secteur tertiaire a progressé de manière plus modérée avec seulement 0,8%. Bien que les chiffres témoignent d'une dynamique positive en 2024, la hausse du PIB au troisième trimestre marque un léger ralentissement après les résultats exceptionnels des deux premiers trimestres de l'année. Dans le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la chasse et la sylviculture ont joué un rôle central avec une progression de 10,4%, représentant à eux seuls 98% de la valeur ajoutée du secteur. Toutefois, la pêche a fortement reculé, enregistrant une baisse de 29%. Le secteur secondaire, quant à lui, a bénéficié d'une explosion de l'activité dans les industries extractives. La transformation alimentaire a également connu une croissance significative, tout comme la production de boissons, de matériaux de construction et de produits métallurgiques. Représentant plus de la moitié de l'économie togolaise, le secteur tertiaire affiche une croissance modeste de 0,8% au troisième trimestre. Malgré les bons résultats enregistrés dans le commerce, les services financiers et les loisirs, la performance globale du secteur a été freinée par un recul marqué des services publics, en particulier l'éducation et l'administration. Pour rappel, le PIB du Togo en 2024 était estimé à 5 900 milliards de francs CFA, environ 9,8 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Au Togo, un rapport récent d'Afrobaromètre, un réseau de recherche panafricain indépendant, révèle une tendance inquiétante. Plus d'un tiers des citoyens envisagent quitter le pays. Cette vague potentielle d'émigration est principalement motivée par des difficultés économiques.
En effet, les chiffres sont alarmants. Selon l'enquête, 36% des Togolais ont exprimé leur désir de s'installer à l'étranger. Ce phénomène touche particulièrement les jeunes, les diplômés et les citadins qui voient peu d'opportunités d'avenir dans leur pays natal. Cependant, la question se pose sur les raisons d'un désespoir aussi croissant. Nous pouvons noter parmi ces causes le manque d'opportunités économiques, la pauvreté qui consiste à lutter quotidiennement pour subvenir aux besoins essentiels de la famille, une réalité pour une grande partie de la population. Pour parler d'avenir, il est à noter que de nombreux parents estiment que leurs enfants auront de meilleures chances de réussite à l'étranger. Notons que le rapport d'Afrobaromètre met en lumière un défi majeur pour le Togo. Si rien n'est fait, le pays risque de perdre une partie de sa population active et de ses talents, compromettant ainsi son développement futur. Face à cette situation, des actions concrètes doivent être faites telles que la création des conditions de vie et de travail plus appropriées pour retenir ces cerveaux en fuite. Encore une fois, l'hebdomadaire La Dépêche écope de 3 mois de suspension. Ainsi en a décidé l'autorité de régulation de la presse togolaise, HAC. Le journal est sanctionné pour manquement aux règles professionnelles. En effet, il est reproché au journal La Dépêche d'avoir publié dans sa parution du 19 mars dernier un article portant atteinte à la vie privée d'un couple. L'article est jugé diffamant et calomnieux, ce qui a provoqué une plainte formelle du couple en question auprès de la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a déploré la publication de propos outrageants et injurieux du journal sans recoupement d'informations auprès du plaignant. Rappelons qu'il y a un an exactement, en mars 2024, que le même journal a fait l'objet d'une suspension de 3 mois suite à un article publié sur l'assassinat du colonel Majoluba. Depuis quelques années, le Togo est confronté au phénomène de changement climatique extrême. Dans le but de lutter contre ce fléau, l'Assemblée nationale togolaise a marqué un tournant décisif en adoptant un projet de loi dédié à la lutte contre les changements climatiques. En effet, les effets des changements climatiques sont déjà palpables au Togo, où la population est confrontée à des inondations, des sécheresses, l'érosion côtière, ainsi qu'à des vagues de chaleur et des vents violents. Face à ces défis, le pays s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience de ses concitoyens. Cette nouvelle législation vise ainsi à établir un cadre juridique adapté pour un développement durable, résilient face au changement climatique. Le projet met ainsi l'accent sur des mécanismes d'adaptation et d'atténuation en intégrant des investissements ciblés dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il prône également une valorisation du potentiel économique des services écosystémiques. En outre, cette transition écologique est perçue comme un moteur du développement durable qui pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives d'emploi dans des secteurs émergents tels que les énergies renouvelables, la gestion des déchets et l'efficacité énergétique. Le Togo semble ainsi s'orienter vers un avenir plus vert et résilient à la hauteur des défis environnementaux de son temps. Devant cette ancienne maison abandonnée transformée en clinique de fortune, des femmes attendent d'être prises en charge. Dans la zone rurale de Njabaoun en Sierra Leone, le Méristop International propose des services de planning familial gratuits aux personnes vivant dans des zones difficiles d'accès. J'avais 16 ans. Je suis tombée enceinte et j'ai dû prendre des pilules pour avorter, ce qui a été traumatisant. Je l'ai fait une fois, cela n'a pas marché. Je l'ai fait une deuxième fois et là, ça a fonctionné. Cette expérience m'a incité à concentrer mon éducation et mon militantisme sur les questions de santé sexuelle et reproductive. J'en ai été victime et je ne veux pas que d'autres filles subissent cela. Un projet de loi mal perçu par une partie de la population, notamment les religieux. Certains éléments de ce projet de loi ne vont pas dans le sens de nos valeurs religieuses et de nos sensibilités.
Si pour ces raisons on nous accuse d'être injustes, qu'il en soit ainsi. Pour le gouvernement, ce projet de loi est pourtant une réponse nécessaire face au nombre élevé de décès chez les femmes enceintes, en particulier à la suite d'avortements ratés. Le temps qu'elles viennent à l'hôpital, elles ont tellement de complications que nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes. Et certaines d'entre elles ne viennent même pas à l'hôpital. Nous essayons donc de réduire les décès maternels. Mais si la loi sur l'avortement n'est pas légalisée, dès qu'elles voudront interrompre leur grossesse, on ne pourra pas les en empêcher. Elles le font de telle sorte qu'au bout du compte, elles finissent par perdre la vie. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 20% des filles âgées de 15 à 19 ans tombent enceintes en Sierra Leone, soit l'un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés au monde. Cinq anciens chefs d'État vont désormais jouer le rôle de facilitateurs pour le processus de paix en République démocratique du Congo. La décision a été prise lundi par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et ceux de la communauté d'Afrique australe lors d'un sommet virtuel dirigé par le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et le Kenyan William Ruto. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta et l'ancien chef de l'État nigérian Olusegun Obasanjo restent en place. Trois nouveaux complètent la liste, l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde, le Sud-Africain Kgalema Motlanthe et la Centrafricaine Catherine Samba-Panza. Ce changement vise, selon les autorités de la SADC et de l'Afrique de l'Est, à améliorer l'inclusion de sexe, des régions et de langues. Ces anciens présidents doivent donc donner un coup d'accélérateur au processus de paix en RDC, alors que l'Est de ce pays est toujours en proie aux affrontements entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise. Au Burundi, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies demande une aide supplémentaire alors que le besoin devient plus important. L'arrivée de nombreuses familles ayant fui les violences dans l'est de la RDC a conduit à une augmentation du nombre de réfugiés et mis à rude épreuve les programmes d'assistance alimentaire. Depuis janvier 2025, près de 70 000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui les combats en RDC pour se réfugier au Burundi. Ce que nous voyons maintenant dans ce stade, c'est essentiellement des personnes qui ont fui la crise dans l'est de la RDC et qui arrivent au Burundi. Cela conduit à une augmentation du nombre de réfugiés dans le pays. Nous avons été en mesure de fournir des repas chauds à ces réfugiés dès leur arrivée et pour ce faire, nous avons dû réduire l'assistance aux anciens réfugiés. Cette crise a exercé une pression énorme sur la filière alimentaire qui est à bout de souffle. Nous appelons les communautés de donateurs à se manifester et à fournir des fonds pour que le PAM puisse assurer l'aide alimentaire d'urgence à ce nouveau groupe ainsi qu'aux anciens réfugiés qui se trouvent dans le pays depuis des décennies. Sur les 70 000 personnes arrivées au Burundi en provenance de la RDC ces dernières semaines, 60 000 ont été enregistrées pour recevoir une aide alimentaire. Cela porte à 120 000 le nombre de réfugiés pris en charge par le PAM au Burundi. Au Soudan du Sud, la situation sécuritaire demeure instable et préoccupante. L'ONU a mis en garde contre une escalade de la violence et exhorté les parties prenantes à privilégier la stabilité du pays. Début mars, les forces du président Salva Kiir ont arrêté plusieurs alliés influents du vice-président Riek Machar lors de combats opposant l'armée gouvernementale à la White Army, une milice soutenue par Machar selon les autorités. Pendant ce temps, Riek Machar, qui nie tout lien avec cette milice, réclame le retrait des troupes ougandaises du sol sud-soudanais qui violent selon lui l'accord de paix signé en 2018. En effet, le Soudan du Sud indépendant depuis 2011 a déjà été ravagé par une guerre civile meurtrière entre 2013 et 2018, entraînant la mort de plus de 400 000 personnes.
Sila Abou Aklan a 5 ans. Elle a survécu à la guerre à Gaza, mais le conflit lui a laissé une marque indélébile. Il y a 15 mois que la jambe de la fillette a été amputée après avoir été gravement brûlée lors d'une frappe aérienne d'Israël. La vie d'Aklan a changé à jamais. Son existence n'est pas celle d'une jeune fille de son âge. Elle se considère comme une amputée, assise dans une chaise roulante. Celles de son âge jouent, courent, sortent, montent les escaliers et se rendent dans les lieux publics. Des milliers d'enfants dans l'enclave palestinienne ont subi le même sort du fait du conflit entre Israël et le Hamas. Yamen, lui, a trouvé une prothèse. Je suis heureux pour lui, car il va retrouver une vie normale, de marcher et de se déplacer sans appareil ou d'aide extérieure, de retrouver une vie normale comme avant. Les agences humanitaires ont profité du cessez-le-feu débuté à la mi-janvier pour offrir davantage de prothèses et d'autres dispositifs. Chaque appareil est adapté aux besoins, à l'âge et au poids de chacun. À ce jour, plusieurs centaines de personnes ont bénéficié de ces dispositifs. L'espoir de ces enfants s'amenuise à nouveau suite aux nouvelles frappes d'Israël sur Gaza la semaine dernière, avec son lot d'amputés. Au Zimbabwe, les traitements habituels contre le VIH-Sida sont de plus en plus inaccessibles en raison de la fin de l'aide américaine internationale. Dans ce pays, 80% des fonds destinés à la lutte contre la maladie proviennent des États-Unis. Les gens ne savent pas où obtenir les prochaines tranches de médicaments antirétroviraux. Ils se rendent aujourd'hui dans ce centre. Demain, on leur dit d'aller dans un autre, probablement à des kilomètres au-delà. Donc, cela fait vraiment des ravages pour les personnes que nous représentons. Ce sont aussi des mères, des pères, des sœurs et des frères dont le voyage jusqu'à ce jour a été entaché de résilience. La directrice de l'ONU-SIDA estime que 6,3 millions de personnes sont menacées de mort par le VIH-SIDA d'ici à 2030, à moins que l'USAID ne soit rétabli. Au dernier décompte de 2023, nous avions 600 000 décès dans le monde liés au sida. Il s'agit donc d'une multiplication par 10. Nous nous attendons également à 8,7 millions de nouvelles infections. Au dernier décompte, il y avait 1,3 million de nouvelles infections dans le monde en 2023. En Côte d'Ivoire, les ONG craignent un recul important des progrès réalisés contre la transmission mère-enfant. Et en Afrique du Sud, 17% des fonds proviennent toujours des États-Unis. Je reconnais tout à fait que l'Afrique doit devenir autonome, mais je pense qu'il faut un plan soigneusement réfléchi sur la manière dont nous pouvons parvenir à cette autonomie sans nuire aux progrès que nous avons déjà réalisés. En collaboration avec les pays du monde entier et ses partenaires, l'ONU-SIDA multiplie les efforts pour atténuer l'impact de la crise.